Action. Depuis la naissance de la lune, rôdent sur notre terre les enfants des ténèbres. Des créatures de l'ombre, rampant dans l'obscurité, assoiffées du sang des innocents. Ne craignant que l'éclat d'argent qui vient trancher la nuit, elle redoute la légende qui viendra pour... Blade 2. Quoi? Le film dont on va parler aujourd'hui, c'est Blade 2. Pardon, je t'ai coupé la parole parce que j'ai senti que t'allais partir dans une intro scénarisée, style court-métrage et tout, mais on n'a pas le temps. Puis les gens s'en branlent, ils sont pas là pour ça. Oui, mais enfin, je pourrais... Blade. Mais quand même, tu veux pas... Le 2. Je voudrais juste... Chut. Mais enfin, Je... Alors, le film commence dans une clinique du don du sang, ouverte en pleine nuit, dans un sous-sol dégueulasse avec des infirmières cheloues. En termes d'hygiène, on est bon. Oh, bonjour. Vous êtes là pour donner votre sang? Oui, c'est par là, suivez-moi. Oh, faites pas attention aux rats, on les a juste mis là pour faire fuir les clochards. Venez. Cette clinique accueille un patient du nom de Jared Nomak, qui se fait piéger par les médecins qui sont en fait des vampires. Sauf que, dommage pour eux, mais c'est Nomak qui les piège en se faisant passer pour un humain, alors qu'il était un vampire, pour piéger les vampires qui croyaient que c'était un humain. Sauf que c'est un vampire qui mange les vampires. Et aussi les humains. Ça va jusque-là, vous suivez? Je suis pas sûr d'avoir bien compris la fin. Je vous ai demandé si vous arriviez à suivre. Oui, non mais en fait je parlais de... Très bien, alors on enchaîne un peu plus vite et on retrouve notre héros du jour, Blade. Blade est un mec cool. Déjà parce qu'en anglais son nom veut dire l'âme et que ça a quand même vachement plus de gueule que ce qu'on a chez nous. Je veux chanter pour ceux... Mais Blade est également un mec cool car, voyez par vous-même, il a du style. Il a un tatouage sur la gueule, un long manteau en cuir noir, il pratique plusieurs formes d'arts martiaux, il a tous les pouvoirs des vampires sans en avoir les faiblesses, il se bat avec un sabre, il lâche des punchlines sans pitié, il vit la nuit et il est toujours badass avec ses lunettes de soleil. En bref, Blade a trop la classe. Peut-être à un détail près. Y'a que ta mère que j'autorise à me sucer. Oh, putain. Ah, y'avait un mur. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait un mur, putain. Ah, ça rase. Ah. Mais j'y vois rien avec ces merdes en pleine nuit, là aussi. Ah. On fait donc la connaissance du monsieur au cours d'une scène de sauvetage, pendant laquelle il délivre son mentor Whistler, kidnappé par des vampires au cours du premier film. Mais là, c'est le drame, car son vieil ami a lui aussi été transformé en suceur de sang. Il est devenu l'une de ces créatures que Blade a juré d'éliminer. On perçoit déjà le cruel dilemme qui va s'imposer à lui, l'obligeant à choisir entre sa mission et son amitié et... Une super dose de rétrovirus. Ça va mieux, grand-père? Oui, je suis guéri. Ok. Le vampirisme, malédiction millénaire hein, quand même, ça se guérit avec une picouse. Belly, you hit your head. Donc Whistler redevient humain parce que merde, et nous est introduit le troisième héros. Un jeune ingénieur qui a aidé Blade dans l'absence du vieux mentor pour lui fournir des gadgets ultra sophistiqués, Daryl Dixon sans poil. Toute la petite famille se retrouve donc et profite de leur retrouvailles dans la joie et la bonne humeur. Quand soudain, le QG secret d'équipe se fait attaquer par les acrobates du Cirque du Soleil. Ou peut-être c'est des vampires. C'est dur à dire. Quoi qu'il en soit, il débarque et commence à se friter avec Blade sous les yeux de Whistler et de son fusil qui font bien attention à ne surtout pas l'aider. Et enfin, après 5 minutes de combat intense pendant lesquels tous les trois ont failli mourir à plusieurs reprises, l'un des deux vampires déclare « Nous sommes les représentants de la nation vampire, et nous vous invitons à une rencontre. » Et t'attendais d'être mort pour lui dire ? Ces deux messagers sont donc là pour emmener Blade voir le chef des vampires, Damaskinos, qui ressemble étrangement à un certain célèbre sorcier qui aurait mal tourné. Mais bon,
faire ce rapprochement ce serait un petit peu trop facile, alors on va pas le faire. Il se nourrit autant d'humains. C'est la voix de Dumbledore. Ils ont foutu la voix de Dumbledore sur la gueule de Voldemort. Ils ont fait exprès, c'est obligé. Dumbledore explique à Blade qu'ils aimeraient faire équipe avec lui afin de vaincre Jared Nomak, cette nouvelle menace qui n'a de cesse de rappeler aux vampires que c'est pas parce qu'on est un immortel qui vit la nuit qu'on peut plus chier dans son froc. Dumbledore propose alors à Blade de travailler avec son équipe de mercenaires d'élite, le Blood Pack. Derrière ce nom de DLC Call of Duty nul à chier se cache Nyssa, la fille de Dumbledore, Snoop Dogg, un mec qui ressemble à ce chat, un autre mec qui s'appelle Snow et qui se tape tout seul, Chupa qui veut dire suceur en espagnol et même pour un vampire c'était pas une bonne idée, et enfin Verlaine, Lighthammer et Priest. Cette grosse équipe Warcraft commence à traquer Jared Nomak et ses sbires, les Reapers, dans une boîte de nuit pour vampires. Boîte de nuit qui rejoint un hôtel et qui donne également accès aux égouts et même à une église, ce qui est fort bien pratique pour mettre en scène de beaux combats sans se casser le cul, mais niveau mise en scène, c'est quand même un peu gros. Y a pas écrit pigeon là hein. Et donc à partir de là, le film va partir dans une structure un petit peu répétitive qu'on va abréger. Faut juste retenir qu'il y a un premier long combat durant lequel on voit toute l'inutilité du Blood Pack, en particulier Priest qui se fait tuer comme une bite. Alors, pour vous rendre compte à quel point sa mort est ridicule, imaginez une bite se faire tuer. Voilà, vous avez une idée de la puissance du bonhomme. Ensuite, les survivants retrouvent la piste de Nomak dans les égouts, alors ils y vont, mais avant, afin de pouvoir se défendre contre les Reapers, ils mettent au point une arme que Daryl Dixon sans poil essayait de confectionner depuis plusieurs mois. Une grenade lumineuse pour repousser les vampires avec sa lumière. Ils ont mis plusieurs mois pour mettre au point un truc qui faisait de la lumière. « 5 secondes. Pendant la scène des égouts, on a également droit à une sous-intrigue de derrière les fagots, avec Lighthammer qui est contaminé et qui tue Verlaine et Snow avant de mourir lui-même. Voilà. Ces trois personnages n'ont rien apporté à Blade, hein. Ils l'ont pas aidé, que ce soit indirectement ou directement, ils n'ont pas amorcé de péripéties sympas à regarder, ils n'ont pas révélé d'éléments clés sur le scénario aux spectateurs, et au final, ils meurent entre eux dans un coin comme des cons pendant que tout le monde s'en branle. Ni leur vie, ni leur mort n'aura rien apporté au film. Bah... merci d'être venu. Donc bon, l'intérêt de cette sous-intrigue échappant complètement à ma vision de pauvre mortel, j'imagine que je peux pas la comprendre. Et donc, je propose de sauter directement à l'endroit du film où je me suis réveillé. Le moment où Blade, Whistler et Daryl Dixon sans poil découvrent que Nomak est en fait le fils de Dumbledore et que c'est à cause des expériences de ce dernier qu'il est devenu le monstre qu'il est aujourd'hui. En soi, ça change rien au fait que Nomak c'est une menace qui tue tout le monde et qu'il faille absolument l'éliminer, hein. Mais bon, apparemment un vampire c'est susceptible, donc il décide de tous bouder et d'annuler la trêve. Donc on a encore plus de bastons. Le mec qui ressemble à ce chat défonce Whistler, Nomak dégomme Dumbledore, Blade explose Nomak, et avec toutes les branlées qu'ils se mettent dans cette scène, il en restait plus assez pour moi. Effectivement, à ce moment du film, je n'en avais plus rien à branler. Et cette folle épopée se termine donc ainsi sur la perte tragique d'encore un autre personnage. Dont on se fout complètement aussi, faut le dire. Alors, ce qui serait bien, ce serait que tu fasses participer un peu les spectateurs pour qu'ils se sentent investis, genre en leur demandant leur avis ou en leur posant des questions. Ok, ouais, je vois. Allez, on s'y remet. Moteur et action. C'est le moment d'analyser l'œuvre que nous venons de voir ensemble. Mais tout d'abord, laissez-moi vous poser une petite question. Quelle est cette drôle de plaque rouge sous mes testicules? Une question en rapport avec le film! Eh ben précise! Avez-vous eu peur devant ce film? Parce que moi... si on prenait une échelle de la peur allant de la plus petite frayeur au niveau maximum de la peur, perso, je me situerais par là. Pourquoi je vous pose ces questions? Parce que aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une analyse un peu plus ciblée sur le genre du film. Car aussi étonnant que cela puisse paraître, Blade 2 est souvent catalogué en tant que film d'horreur. Je me souviens également qu'à l'époque, dans les vidéoclubs, c'était dans le rayon horreur que la trilogie était rangée. Alors, est-ce que Blade 2 mérite vraiment son titre horrifique, ou est-ce que le gérant du vidéoclub était tout simplement un gros blaireau? Pour répondre à cette question, il faut s'en poser une autre. Qu'est-ce qu'un blaireau? Ou plutôt, qu'est-ce qu'un film d'horreur? Ce sera plus intéressant. L'étiquette film d'horreur est une notion très subjective puisqu'elle est basée sur ce qui nous fait peur. Et comme vous le savez peut-être sûrement, on n'a pas tous peur de la même chose. Certaines personnes ont peur des araignées, d'autres ont peur des zombies, ou d'autres encore peuvent avoir peur de magnifiques femmes rousses entièrement nues.
De plus, même si on se base sur une généralité à un moment M, eh bien, notre rapport au monde évolue constamment. Ainsi, ce qui pouvait faire peur aux gens à une époque peut se transformer en quelque chose de commun avec le temps. Un bon exemple est le film King Kong sorti en 1933, dont tout le monde a déjà vu quelques images. Eh bien, ce film, à sa sortie, était un film d'horreur. Oui, les gens avaient peur en le regardant. Alors qu'aujourd'hui, les gens en le regardant, ben... Bon, les gens le regardent plus, mais vous voyez ce que je veux dire. Puisque les choses qui nous font peur ne peuvent être concrètement définies, comment définir concrètement un film censé nous faire peur? Hey! L'auteur Stephen King, principalement connu pour être un maître de l'épouvante, déclare dans une de ses œuvres que la peur échappe à toute tentative de définition ou de rationalisation. Cependant, il distingue 3 niveaux d'émotion qu'elle vise à provoquer. La terreur, qui peut être décrite comme la peur de l'inconnu, le danger nous est simplement suggéré et c'est notre imagination qui va nous effrayer. L'horreur à proprement parler, qui entraîne une réaction viscérale en présentant quelque chose de monstrueux ou d'anormal. Et enfin, la révulsion, qui a pour but de choquer en suscitant le dégoût. Voilà, si vous voulez plus de renseignements à ce sujet, vous pouvez consulter l'excellent livre de Stephen King, L'anatomie de la peur, que je vous recommande grandement. Non, je sais rien en fait, je l'ai jamais lu. J'ai juste pris ce passage-là parce que je le trouve intéressant et j'ai cité le livre pour avoir l'air intelligent. C'est raté du coup. Un film d'horreur, et donc un film qui cherche à faire peur, doit jouer sur au moins un de ces 3 éléments pour y parvenir, qui sont pour rappel la terreur, l'horreur et la révulsion. Est-ce que c'est ce que nous propose Blade 2 ? Nous allons décomposer le film pour dresser un comparatif point par point reprenant chacun de ces critères et... Non, je déconne. On va pas tergiverser du cul pour jouer le critique objectif, hein. Je suis juste un mec qui regarde des films, moi. Blade 2 ne fait pas peur. En fait, je pense qu'il a été classé comme film d'horreur à cause d'une erreur de traduction. En effet, en français, nous distinguons le film fantastique mettant en scène l'anormalité, en un mot, avec pour objectif de sortir le spectateur de sa zone de confort, et le film d'épouvante qui joue également avec l'anormalité, en un mot, mais clairement cette fois-ci dans le but d'effrayer. Alors qu'en anglais, ils ne font pas cette distinction et regroupent les deux genres sous la même appellation, horror movie. À partir de là, les traducteurs de l'époque, beaucoup moins consciencieux qu'aujourd'hui avec l'explosion des plateformes de streaming, l'ont tout bêtement qualifié de film d'horreur, sans prendre la peine de vérifier à quel sous-genre il appartenait. Ce qui nous permet donc de conclure cette analyse bien relou pour pas grand-chose de la manière suivante. Le gérant du vidéoclub était bel et bien un blaireau. Néanmoins, si Blade 2 n'est pas un film d'horreur, il reste un film très sympa à regarder, quand bien même il semble qu'il est tout misé sur la forme plutôt que sur le fond. Considéré par beaucoup comme le meilleur de la trilogie, il est bourré d'action, de personnages cool et d'une mythologie qui lui appartient et qui retranscrit bien du comics à l'écran grâce à la patte de Guillermo del Toro. Pas grand chose à dire donc sur ce petit film qui passe assez bien. En fait, j'ai voulu en parler pour aborder la subjectivité de l'horreur dans nos médias quotidiens. Parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de traiter un vrai film d'horreur sans que je puisse savoir ce que c'était pour vous. Donc, c'était compliqué. Est-ce que pour vous, de votre ressenti, Blade 2 était un film d'horreur? Est-ce que Resident Evil Rétribution en était un? Est-ce qu'il suffit qu'un film fasse peur pour être un film d'horreur? Est-ce que ce jeu en VR où nous ne sommes qu'un spectateur passif peut être qualifié de film d'horreur? Non? Pourtant ma mère a l'air de penser le contraire. Ça redescend! Non, je veux remonter moi! Tout ça pour vous montrer à quel point la notion de film d'horreur est ultra subjective. Oui? C'était ma mère, oui? Oh non, je veux remonter! Bah arrêtez de vous moquer de ma maman, vous êtes pas cool! Non, puis là, Putain, vous êtes vraiment des enfoirés en fait. Bon allez, encore un petit coup. j'ai rien pour m'accrocher!